en réaction aux fascistes. Et le jour où il y a plus de fascistes, il y a plus d'antifascistes. Le jour où il y a plus d'antifascistes, malheureusement, il y a encore des fascistes. En fait, moi, je m'en fous. Enfin, pardon, mon sujet, c'est pas, je suis pas en guerre personnelle avec un tel ou un tel. La vérité, c'est que le total gauche, des partis qui se revendiquent de gauche, il a perdu en gros 20 points après le quinquennat de François Hollande. Ça fait depuis 15 ans qu'à la fin, on a dit, mais à la fin, ça va se terminer entre la solution autoritaire ou la solution collectiviste. Bah, on y est. Et ceux qui ont essayé d'être au milieu en disant, non, moi, je suis pas avec les fascistes, mais eux, ils sont pas très bien, comment ils font. Bah, en fait, ils existent pas, ils vont être balayés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Fauteuil. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le coordinateur national de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Bonjour à toutes et tous. On commence toujours avec une question dans le fauteuil. Comment tu t'es retrouvé en politique? Comment tu t'es arrivé dans la scène politique? D'abord par un engagement militant. J'étais d'abord... on va dire dans une indignation personnelle qui n'était pas forcément dans une forme d'organisation collective, et notamment quand j'étais étudiant, où je me suis engagé dans deux batailles qui ont été assez structurantes pour moi. La mobilisation contre le traité constitutionnel européen, le TCE en 2005, où à l'époque il y a eu une grosse campagne populaire avec des initiatives, des réunions publiques, des meetings. Et bon, j'étais intéressé par ce sujet et j'ai commencé à participer à ce type d'initiative. Et puis, à la même période, il y a eu une mobilisation étudiante contre ce qu'on appelait le contrat première embauche, ce qu'on va peut-être appeler demain. Je sais pas si ça s'appellera toujours le contrat première embauche, mais j'ai vu que le MEDEF remettait ce sujet sur la table. C'était en gros un contrat précaire pour les jeunes. Et il y avait eu une grosse mobilisation étudiante qui avait gagné, d'ailleurs, qui avait fait reculer le gouvernement, et c'était de Villepin à l'époque. Il y a eu des initiatives, des manifestations, des blocages. Moi, j'ai été étudiant à l'époque à Grenoble. Et j'ai participé de cette initiative et de ces mobilisations. Et puis en même temps, je trouvais pas forcément de forme politique organisée qui correspondait vraiment à ce que je voulais. Il y avait d'un côté, à l'époque, la gauche du Parti socialiste qui était dominante, mais je trouvais qu'elle avait évidemment renoncé à une perspective de transformation de la société. Puis de l'autre côté, il y avait des partis qui étaient catégorisés comme partis d'extrême gauche, mais qui, je trouve, se posait pas la question de la stratégie d'accès au pouvoir, se posait pas la question de comment on fait en sorte d'être majoritaire pour pouvoir effectivement transformer la société. Et donc j'étais un peu en attente, en observation. Puis j'ai lu le bouquin de Jean-Luc Mélenchon qui s'appelait Enquête de gauche, qui était une analyse sur le résultat de l'élection présidentielle de 2007. Et après j'ai rejoint le parti de gauche quand Jean-Luc Mélenchon l'a fondé, en quittant le Parti socialiste en 2008. Puis après, petit à petit, j'ai pris des responsabilités. Et puis après, j'étais élu député européen en 2019 et député national en 2022. Et dans ta jeunesse, il n'y avait pas un moment structurant ou influent qui t'a poussé à te politiser? À un moment, je pense pas. Je pense que c'est un processus plus progressif quand on grandit. Moi, j'étais dans un quartier qui était assez mixte. Il y avait un quartier populaire, et puis à côté, il y avait on va pas dire des pavillons, c'était pas des pavillons, mais des petits immeubles, des petites maisons. Et donc, il y avait une forme de mixité sociale à l'école, au collège. Et je trouve que ça m'a aussi renseigné sur les inégalités, les oppressions, les discriminations. Et puis petit à petit, je me suis dit, moi, j'ai pas envie de vivre dans une société qui fonctionne comme ça. Mais avant de passer l'étape de l'engagement collectif, j'ai eu besoin de trouver aussi la forme, le mouvement, le parti, la stratégie qui portait quelque chose qui était conforme avec mes convictions. Tu as parlé en première question de la stratégie du PS et de la stratégie des partis révolutionnaires. Là, on tourne quelques jours après l'annonce d'une nouvelle stratégie de la France Insoumise, notamment avec les nouveaux médias. C'était quoi le sens de cette conférence que Jean-Luc Mélenchon a fait avec les nouveaux médias? Est-ce qu'il y a une volonté maintenant de relancer une bataille culturelle avec d'un côté des médias indépendants, des progressistes, etc., contre des médias plus mainstream? La bataille culturelle, elle est permanente et elle est évidemment indispensable. Il y a cette phrase de Gramsci qui dit que les victoires culturelles précèdent les victoires politiques. Donc évidemment, quand on se pose la question de la transformation de la société, on doit se poser la question de lutter contre un système, et qui a un système qui produit aussi une idéologie qui est une idéologie dominante. Et si vous voulez transformer le système, vous devez saper aussi cette idéologie dominante. Contrairement à ce qu'on croit parfois, le capitalisme, il ne domine pas que par la force, par le pouvoir dur de la répression. Quand la situation se tend, c'est le pouvoir dur de la répression qui maintient la domination capitaliste. Mais pendant des années et des années, le capitalisme, il a dominé par une domination culturelle. C'est les films hollywoodiens, c'est la culture capitaliste qui s'est imposée, la culture de la mondialisation, etc. Donc, évidemment, si vous voulez transformer la société, vous devez mener cette bataille contre l'idéologie dominante. Et parmi